Bonjour à tous. Je vous propose à travers cette présentation de répondre à la question des algies périnéales. De quoi parle-t-on? Alors, j'ai mis ce titre un petit peu large pour que nous puissions aborder d'une part l'ensemble des mécanismes physiopathologiques des douleurs, et puis dans une deuxième partie s'intéresser plus précisément à certaines pathologies telles que la névralgie pudendale et la névralgie clunéale inférieure, qui seront le sujet d'une autre présentation successivement. Et enfin, les coxycodinies, les douleurs coxygènes, également dans une présentation à part. Tout d'abord, les douleurs périnéales. Alors, on va reprendre les voies de la douleur. Il faut comprendre la physiologie pour mieux comprendre les symptômes que vous présentez ou que nos patients présentent. Alors, la douleur, c'est quelque chose de physiologique, c'est là pour protéger l'intégrité du corps. Le comportement, les mécanismes sont adaptatifs à une stimulation douloureuse et en fonction de l'intensité de la stimulation douloureuse. Vous avez un petit schéma en haut à droite où on voit une stimulation traumatique, le marteau, mais ça peut être une substance algogène telle qu'une substance chimique, une brûlure ou autre. Cette stimulation algogène va être perçue par des récepteurs de la douleur qu'on appelle des nocicepteurs. L'information va être transmise par des fibres nociceptives jusqu'au niveau de la moelle épinière. Au niveau de la moelle épinière, elles vont se projeter sur des neurones qu'on appelle des neurones de projection. Ces neurones vont émettre un prolongement qui va remonter le long de la moelle épinière et aller se projeter à son tour au niveau du thalamus. Et de cette projection thalamique va partir une autre fibre qui va se projeter au niveau cortical, au niveau du cortex cérébral. Alors, bien entendu, il y a plusieurs voies, des voies qui vont s'arrêter plus tôt, des voies qui vont être avec des relais moins importants, mais globalement, si on retient cette voie cortico-spino-thalamo-corticale, ça reste le schéma standard. Alors, quand on voit cette présentation de la douleur, on peut se poser la question s'il existe effectivement au niveau du cerveau un centre de la douleur. La réponse est non. Les études réalisées en IRM fonctionnel nous ont permis d'identifier pas un centre, mais un réseau de neurones à différents niveaux qui vont travailler ensemble. On parle de matrice. On a pu décrire 3 niveaux de matrice. Une première matrice qui est la matrice nociceptive. Elle fonctionne de manière inconsciente. Elle inclut également à la fois des structures médulaires telles que le faisceau spinothalamique qu'on a évoqué, mais également certaines aires corticales. Cette matrice nociceptive, elle fonctionne indépendamment de la conscience. Elle fonctionne lorsque nous sommes dans le coma, lorsqu'on dort, lorsque nous sommes face à un patient en état végétatif. On peut le voir dans notre quotidien, il y a des perceptions douloureuses que l'on gère de manière inconsciente. Croiser, décroiser les jambes, par exemple, peuvent relever tout simplement de la matrice nociceptive pour leur fonctionnement. Ensuite, pour que la douleur soit perçue, il faut que cette information soit diffusée à l'ensemble du cortex, et là, on va décrire ce qu'on appelle la matrice de perception. Enfin, certaines aires vont être impliquées dans le caractère qualitatif de la douleur, le caractère agréable, désagréable, l'empathie face à la douleur, c'est ce qu'on appelle la matrice de réévaluation. Lorsqu'on prend ces 3 matrices, on comprend que lorsqu'on a une stimulation douloureuse, on va devoir l'identifier. Et l'ensemble de ces aires corticales vont être le reflet de notre expérience passée, de nos acquis, de notre environnement, de notre culture, de nos traditions, mais également de l'environnement immédiat au moment de la douleur. Ensuite, on va devoir la dénommer. Et pour la dénommer, on va faire appel également à l'ensemble des informations précédentes. Et on va d'emblée dans notre dénomination choisir un terme qui va refléter ce à quoi on le compare en fonction de notre vécu, mais également on va être déjà dans l'intensité. Si on la compare à un coup de poignard, on veut également donner à la fois une idée de ce qu'elle ressemble pour nous en fonction des images que l'on retient, mais également de l'intensité de la douleur. Alors, on va maintenant s'intéresser à la partie très distale au niveau, par exemple, de la pulpe du doigt. J'ai un traumatisme
j'ai donc une zone douloureuse qui est la zone de traumatisme. À ce niveau-là, vont être libérés, c'est le petit schéma en dessous que vous voyez, avec le petit truc un peu comme un éclair, vont être libérés à ce niveau des substances algogènes, des substances inflammatoires qui vont, comme je vous l'ai expliqué, stimuler la fibre douloureuse qui va transmettre l'information jusqu'au niveau du cerveau. Mais parallèlement, cette fibre elle-même va, dans une conduction inversée, libérer des substances inflammatoires. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Lorsqu'elle libère des substances inflammatoires localement, ces fibres vont petit à petit stimuler des neurones qui sont à côté et induire une zone de protection, c'est la zone endolorie que l'on a, qui est schématisée en vert, et qui va jouer un rôle protecteur. Ces substances inflammatoires, c'est elles qui vont être à l'origine, par leur action sur les récepteurs, d'une baisse de l'intensité du seuil que l'on a pour percevoir de la douleur. Si bien que cette baisse du seuil va faire que l'on va avoir une perception douloureuse à un contact douloureux moindre dans cette région, mais également à un contact douloureux, un contact non douloureux, c'est ce qu'on appelle l'allodynie. Et face à une stimulation douloureuse d'intensité faible, on va avoir une réponse et une perception beaucoup plus forte, c'est ce qu'on appelle l'hyperalgésie. Et enfin, on peut percevoir des à-coups, des lancements, indépendamment de toute stimulation, c'est ce qu'on appellera des potentiels spontanés. L'ensemble de ces éléments, comme vous pouvez le voir, existent dans le mécanisme physiologique de la douleur et ont pour objectif de protéger la zone lésée pour lui permettre de se réparer. Dans le cadre de la douleur chronique, les mécanismes que l'on vient de décrire vont en fait persister. Donc on va garder cette sensation d'allodynie, on va avoir toujours des douleurs spontanées, on va toujours avoir une douleur beaucoup plus importante face à une stimulation douloureuse d'intensité faible, et les mécanismes à l'origine de la persistance de ces phénomènes sont différents. Alors, on va reprendre simplement ce qu'on a décrit au niveau de la fibre périphérique. On a décrit initialement qu'une stimulation douloureuse va induire une zone de lésion, une zone endolorie autour, et que cette zone endolorie est induite par la stimulation des fibres adjacentes, elle-même induite par les neurones eux-mêmes qui libèrent des substances. Et si ce système se pérennise, déjà au niveau de ces cellules, ces baisses de seuil que l'on décrit vont devenir non induites par les substances inflammatoires, parce que ces substances inflammatoires, à un moment ou à un autre, elles vont partir, la zone va se réparer, mais par les neurones eux-mêmes qui vont fabriquer plus de récepteurs et des récepteurs qui vont percevoir à un seuil plus bas la stimulation douloureuse. Parallèlement, on a pu voir que la stimulation douloureuse va s'étendre de proche en proche, et cette sensibilisation que l'on a décrite au niveau de l'organe 1, par exemple, va diffuser, on va retrouver les mêmes mécanismes au niveau d'un organe 2 qui est l'organe qui n'a jamais eu de lésion au départ. C'est ce qu'on appelle ces deux mécanismes, à la fois de baisse des seuils qui restent entretenus, et d'autre part, cette diffusion aux organes de proximité, l'organe 2, cette sensibilisation dite périphérique. L'ensemble de ces informations douloureuses vont arriver au niveau médulaire et vont induire également une sensibilisation de ces neurones de projection qu'on a évoqués. Et on va retrouver successivement des modifications que l'on a décrites en périphérie, se retrouver au niveau du neurone de projection au niveau médulaire, se retrouver au niveau des neurones de projection au niveau thalamique, voire même également au niveau des neurones au niveau cortical. Lorsque ces modifications, cette activation qui va s'installer concerne les fibres au niveau médulaire, thalamique et au niveau cortical, on parle de sensibilisation centrale. Cette évolution de la douleur fait qu'une douleur donnée, qui peut être liée à un traumatisme, sera sensible à des substances, à des médicaments, à des traitements antalgiques tels que le paracétamol et les anti-inflammatoires. Au fur et à mesure que cette douleur va concerner une modification de la fibre nerveuse, elle va devenir neuropathique et par conséquent de moins en moins répondre aux médicaments antalgiques habituels tels que la morphine, les antalgiques standards, et répondre de plus en plus aux traitements médicamenteux orientés sur les douleurs neuropathiques tels que
les antidépresseurs, certains antidépresseurs et certains antiépileptiques. Nous allons reprendre l'ensemble des mécanismes que nous avons décrits qui permettent la mise en place d'une sensibilisation périphérique puis d'une sensibilisation centrale. Et vous allez voir qu'au début, c'est la sensibilisation périphérique qui va hyperactiver les neurones au niveau médulaire et au niveau thalamique et au niveau cortical successivement. Mais à la fin, cette sensibilisation, puisqu'elle s'est installée au niveau central, au niveau médulaire, etc., et bien finalement, la douleur va être créés par ces structures-là qui ont des potentiels plus bas et ils vont, indépendamment de la sensibilisation périphérique, eux-mêmes entretenir de la douleur. Alors, je reprends. On a une stimulation de l'organe 1, comme vous allez voir. Cette stimulation de l'organe 1 va, si elle se pérennise et si elle se maintient, induire une diffusion et une sensibilisation de l'organe 2. Les deux organes 1 et 2 vont être le siège d'une sensibilisation périphérique telle qu'on l'a décrit. L'afflux d'informations liées à ces organes 1 et 2 au niveau central va induire une hyperactivation des neurones au niveau médulaire, thalamique et cortical et aboutir à un état d'activation où les neurones vont modifier leurs récepteurs de surface pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle situation. C'est ce qu'on appelle la sensibilisation au niveau central. Et si cette dernière dure, alors elle va être aussi à l'origine d'une diffusion, comme on l'a décrit au niveau périphérique, au niveau médulaire, intersegmentaire, et induire elle-même une diffusion à d'autres organes, avec un effet amplificateur beaucoup plus marqué à partir du moment où la sensibilisation est devenue centrale. On va voir cette sensibilisation également au niveau d'autres structures telles que les muscles, les systèmes ligamentaires, le système osseux, aboutissant à ce qu'on appelle le syndrome myofascial, ces douleurs liées aux muscles, les douleurs du cadre osseux, les douleurs de l'os que l'on ressent autour, et cette diffusion bien au-delà, permettant d'expliquer parfois chez certains patients la présence de plusieurs syndromes douloureux à la fois. Pourquoi est-ce qu'ils ont mal en même temps, par exemple à la vessie, ils ont mal à l'urètre, ils ont mal aux jambes, ils ont des sciatiques, ils ont mal au dos, en bas du dos, etc. Donc c'est ces phénomènes de diffusion où le mécanisme central va potentialiser ces phénomènes et induire cette dernière image qui est que finalement la perception des douleurs au niveau de l'organe 1 et de l'organe 2 est en relation avec une sensibilisation périphérique, mais est également en relation avec la sensibilisation centrale. Alors, on va mettre en place, pour comprendre les territoires dont les patients se plaignent, puisqu'on a vu que l'information va rejoindre la moelle par des fibres nerveuses, qui sont des fibres de la sensibilité. Au niveau pelvien et au niveau du périnée, ça va être le sujet de notre présentation, on a des nerfs qui assurent cette innervation. Ces nerfs naissent de racines au niveau de la moelle épinière et vont se regrouper pour former des troncs nerveux. Les troncs nerveux que l'on connaît au niveau pelvien et en partie périnéale sont le nerf ilio-inguinal qui assure cette innervation de la région de l'aine et qui s'étend jusqu'au niveau de la bourse. On a le nerf ilio-hypogastrique qui assure l'innervation de la région de l'aine supérieure mais qui ne descend pas, qui va jusqu'au niveau du pubis. Et on a le nerf génito-fémoral qui lui descend au niveau de la bourse et au niveau du scrotum, au niveau de la grande lèvre chez la femme. On peut avoir également dans la perception de nos patients une douleur qui va même jusqu'à la verge dans le nerf génito-fémoral. Vous avez aussi des nerfs qui assurent de la même manière l'innervation du périnée, de la partie inférieure. Alors, on a une séparation. En avant, on a un territoire qui est un petit peu à cheval entre le nerf pudendal, le nerf et le nerf ilio-inguinal et le nerf génito-fémoral. En arrière, c'est surtout en dehors le nerf cunéal inférieur et au milieu, c'est le territoire du nerf pudendal. Du clitoris ou de la verge jusqu'au niveau de l'anus, c'est le territoire du nerf pudendal. Nous avons décrit dans les deux précédentes diapositives les territoires de la sensibilité qu'on va appeler perçus ou somatiques que l'on a.
Mais il existe un système nerveux moins connu, c'est le système nerveux végétatif ou autonome. Ce système nerveux couvre l'ensemble de la surface du corps, il est présent partout. Et dans certains endroits, il est tout seul, il n'y a pas de système nerveux somatique. Par exemple, on ne sent pas nos intestins, on ne sent pas notre rectum, on ne sent pas la vessie. Il y a plein de choses qu'on ne sent pas dans notre corps, mais ces structures se ressentent et cette information sensitive est, on va dire, inconsciente. Et ce système n'est pas sous notre contrôle direct, d'où le nom de ce système nerveux autonome. C'est ce système nerveux qui fait qu'au niveau de la peau, on sent effectivement quand on nous touche, mais on ne sent pas l'humidité de l'air, on ne sent pas l'air lui-même, mais on sent des stimulations plus importantes. C'est ce système nerveux qu'on appelle système nerveux donc autonome. Il est constitué d'un chapelet de relais que l'on voit sur le schéma en haut à droite qu'on appelle une chaîne ganglionnaire. Cette chaîne ganglionnaire est de part et d'autre de la colonne sur ce schéma, d'où le nom de chaîne ganglionnaire paravertébrale. Elle se termine par un ganglion unique en regard du sacrum, de la jonction en regard des deux premières pièces coccygiennes qu'on appelle le ganglion impar. Ces relais nerveux vont avoir des fibres afférentes, donc qui vont quitter les organes et rejoindre ces relais nerveux, et des fibres efférentes, des fibres qui vont partir de ces relais nerveux et rejoindre les organes. Ils vont avoir à gérer donc toute cette information de la sensibilité de manière inconsciente. Ils sont importants à connaître car ils peuvent être pour nous des cibles lorsqu'on a des douleurs viscérales qui ne sont pas donc assurées par cette innervation somatique consciente. On va devoir parfois bloquer ces relais nerveux dont le ganglion impar, donc il est important de comprendre leur rôle dans la sensibilité. Cette dernière diapositive pour mettre en place les structures musculaires. L'ensemble de ces structures musculaires, par les mécanismes de sensibilisation qu'on a évoqués, peuvent être douloureux et participer à la douleur que nous percevons. Dans notre approche à nous, dans notre examen clinique, l'examen au toucher rectal, l'examen à la palpation au niveau abdominal, au niveau lombaire, vont nous permettre d'identifier l'ensemble de ces muscles impliqués dans la douleur et qui vont venir participer à la douleur perçue, qui est une somme de la douleur neurologique et de la douleur musculaire que nous percevons. Alors, on peut voir au niveau du périnée un muscle très important qui est le muscle releveur de l'anus. C'est ce muscle qui entoure comme un diaphragme le rectum, l'orifice vaginal également. Ce sont ces muscles qui vont intervenir dans certaines douleurs en position assise, dans les douleurs à l'exonération, parfois après l'exonération, qui vont être alors participer également aux sensations de corps étranger qu'on retrouvera lorsqu'on s'intéressera à la sémiologie de nos patients. Ces muscles présentent également une proximité, une promiscuité avec les nerfs, et le schéma que vous voyez en bas à gauche montre une vue fessière où on a sectionné le muscle, c'est un schéma où on a sectionné le muscle glutéal supérieur, ou le grand fessier, anciennement dénommé grand fessier. Et on peut voir en dessous ce qu'on appelle le muscle piriforme, avec au-dessus le nerf glutéal supérieur qui sort, en dessous le nerf glutéal inférieur qui va s'épanouir dans le muscle grand fessier, et puis sous ce muscle piriforme vont sortir de dedans en dehors le nerf pudendal qui va donner le nerf dorsal de la verge ou le nerf du clitoris, et en dehors le nerf cutané postérieur de cuisse qui va donner les rameaux clunéaux inférieurs, et enfin en dehors le nerf sciatique. Au cours de cette première partie, on a mis en place cette notion de sensibilisation. Donc, on peut avoir de la douleur parce qu'on a un traumatisme, parce qu'on a une infection, mais on peut également avoir de la douleur tout simplement par ce mécanisme de sensibilisation, indépendamment de toute lésion d'organes, qu'il y ait ou non une lésion. La lésion peut être partie et le mécanisme de sensibilisation s'est mis en place et perdure. Parfois, les deux mécanismes sont présents dans le même temps au vu de la chronicité de la douleur, et un des exemples les plus démonstratifs au niveau pelvipérinéal reste l'endométriose. On va retrouver des symptômes qui vont intéresser les organes de l'appareil urologique,
les organes de l'appareil digestif et les organes de l'appareil génital. La manifestation va être la manifestation de sensibilisation qu'on a évoquée, associant les trois symptômes, toujours, l'allodynie, l'hyperalgésie et les douleurs spontanées qui vont s'exprimer dans ces organes et se traduire par un syndrome douloureux de vessie, un côlon irritable, un syndrome douloureux génital, et sur le plan clinique, la plainte des patients va être une douleur au remplissage de la vessie soulagée par la miction. Parfois, lorsqu'il existe un syndrome urétral associé, des douleurs au cours de la miction ou des douleurs après l'émiction qui durent un moment et qui passent chez nos patients. Concernant la sphère digestive, en dehors du syndrome du côlon irritable, on peut avoir également des douleurs après l'exonération particulièrement importantes qui peuvent durer chez nos patients. Parfois, c'est l'exonération qui provoque la douleur et qui dure. Alors, au niveau de la sphère génitale, il y a les dyspareunies d'intromission, il y a les douleurs à l'excitation. Simplement, le fait d'avoir envie, notamment chez l'homme, peut être à l'origine de sécrétion et vécu comme des brûlures au niveau du canal, des structures canalaires ou du canal urétral. Les douleurs post-éjaculatoires sont relativement fréquentes chez nos patients masculins. Concernant les signes globaux, ils relèvent du système végétatif, de cette allodynie entre guillemets du système végétatif se traduisant par une allodynie au frottement, les troubles vasomoteurs qui sont le reflet de la sensibilisation du syndrome du système végétatif, et puis les syndromes musculaires par les mécanismes de sensibilisation que nous avons évoqués qui vont également participer à la perception de douleur au niveau de la sphère génitale, au niveau de la sphère digestive et au niveau de la sphère urologique, appliquant systématiquement, ou en tout cas très souvent, en fonction du démembrement de la douleur que nous aurons fait, une prise en charge à la fois de la composante musculaire, en même temps que la prise en charge des voies de la douleur. N'oubliez pas que dans les voies de la douleur, nous avons évoqué au tout début cette notion d'interprétation en fonction de notre culture, d'identification de la douleur et de dénomination sur laquelle on peut avoir un bras de levier par notre approche avec nos collègues psychologues. C'est très important et ça vous permet de comprendre la proposition de prise en charge à la fois kinésithérapique et psychologique extrêmement importante pour les douleurs, tout simplement en raison de ce syndrome de sensibilisation centrale qui est quasi systématique dans notre approche et dans la perception d'une douleur lorsqu'elle est chronique. Dans d'autres cas, on peut avoir une lésion qui est présente initialement comme une infection, par exemple une infection bactérienne, une prostatite bactérienne, ou des infections urinaires à répétition, et une évolution de l'infection vers la guérison. Et les douleurs persistent et les prélèvements infectieux sont toujours négatifs. On est dans une situation de sensibilisation régionale avec une disparition de la lésion. Donc les diagnostics, les pathologies, on est amené à le voir, sont regroupées par sphère. Là, dans la sphère urologique, vous avez les syndromes douloureux de vessie qui va se traduire par une pollacurie, je vais souvent faire pipi. Le remplissage vésical est douloureux et la miction a tendance à soulager. Idem, une irritation de l'urètre suite à une infection, une maladie sexuellement transmissible notamment. On peut voir secondairement, par cette irritation, malgré la guérison de la lésion, la persistance de douleurs, de brûlures à la miction, lié tout simplement au mécanisme de sensibilisation régionale qui s'est mis en place parallèlement à cette infection. On retrouve cela dans la notion de prostatite chronique abactérienne, ou qui est devenue progressivement, qui a été progressivement identifié comme un syndrome douloureux régional, syndrome douloureux pelvien chronique, en dehors de toute infection et lié à ce mécanisme de sensibilisation. Au niveau de la sphère digestive, le côlon irritable fait partie de ces mécanismes de sensibilisation. Au niveau de la sphère génitale, un bon nombre de vulvodynies peuvent être liées à cette sensibilisation régionale, qu'elle soit provoquée ou qu'elle soit permanente, indépendamment de toute allodynie de contact. Enfin, les signes globaux doivent être recherchés. Ils peuvent nous orienter sur cette hypothèse de sensibilisation régionale dans la symptomatologie de nos patients. On sait que cette sensibilisation peut être beaucoup plus large dans les mécanismes qu'on a évoqués au tout début, et l'existence d'une fibromyalgie, de migraine, doivent nous faire évoquer un état au départ prédisposant à une sensibilisation de régions supplémentaires. Pour finir, je vous propose simplement d'introduire, pour bien comprendre la continuité de notre présentation, la dernière partie qui est l'existence de lésions
associé à une sensibilisation, mais là, c'est des lésions qui intéresseront le nerf clunéal inférieur par une compression, le nerf pudendal par une compression, et les coccyx qui sont des lésions euh, qui peuvent être des lésions d'instabilité ostéoligamentaire que l'on abordera donc dans une prochaine présentation. On va se retrouver donc avec une lésion, le nerf, le coccyx, et une sensibilisation régionale qui va apporter son lot de symptômes, et notre rôle va être de démembrer ces douleurs et de prendre en charge à la fois la lésion et la sensibilisation. La prise en charge uniquement de la lésion ne donnera pas les résultats souhaités. La prise en charge à la fois de la lésion, mais des conséquences induites par cette lésion, par ces mécanismes de sensibilisation chronique au niveau périphérique et au niveau central, sont extrêmement importants pour espérer avoir un résultat intéressant. Je vous remercie et je vous présenterai sur un prochain support les douleurs périnéales, les douleurs coccygiennes, ainsi que les douleurs, les névralgies d'origine canalaire, pudendale et clunéale inférieure.